Merci beaucoup. Donc, parmi nous aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la professeure Geneviève Ali, qui est professeure à l'Université de Guelph en Ontario depuis 2019. Avant ça, elle était professeure à l'Université du Manitoba de 2012 à 2019. Madame Ali a fait son doctorat en géographie à l'Université de Montréal, qu'elle a complété en 2010. Et ses travaux de thèse ont été vraiment parmi les premiers à aborder cette notion de connectivité hydrologique. Ces travaux de recherche actuels portent sur l'interaction entre le climat et les systèmes terrestres et aquatiques dans le but de mieux comprendre la réponse éco-hydrologique à ces interactions-là. Et dans sa présentation aujourd'hui, elle va nous parler des forêts riveraines et des outils pour évaluer leur rôle hydrologique et biogéochimique en milieu anthropisé. Donc, je suggère à tous qu'on ferme notre caméra et évidemment notre micro, mais ça, tout le monde l'avait déjà fait. Ça va faciliter la connexion pour tous. Et Madame Ali, je vous laisse la parole. C'est parfait, merci. Je vais juste partager mon écran, m'assurer que tout fonctionne cette fois. Donc, est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, tout est beau. OK, super, merci. OK, donc bonjour à tous. Je vais me débarrasser de la vidéo ici que je vois. Et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. Il me fait assez plaisir aujourd'hui de donner une rare présentation en français. Je pense que ma dernière présentation en français était peut-être en 2012 ou 2013, donc ça fait un petit moment. Donc, il y a quelques mois, lorsque la professeure m'a approché pour donner cette présentation-là, le titre que j'ai soumis était celui que vous avez sur l'écran, donc forêts riveraines des cours d'eau. Quels outils pour évaluer leur rôle hydrologique et biogéochimique en milieu anthropisé? Donc, mon plan est toujours de parler des zones riveraines aujourd'hui, mais je ne vais probablement pas avoir le temps d'aborder la question biogéochimique. Donc, je vais seulement aborder la question hydrologique et pour comprendre les raisons derrière mon choix de sujet pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours et du type de paysage auquel j'ai eu affaire dans les dernières années, mettons. Donc, je vais commencer par dire que j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. Plus précisément, mon site d'études était le bassin versant de l'Hermine et c'est un petit bassin versant qui est situé dans les Basses Laurentides, sur le terrain de la station de biologie des Laurentides de l'Université de Montréal. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un site d'études qui est dominé par un couvert forestier avec beaucoup de lacs et de petits ruisseaux aussi. Donc, c'était pas mal ça ma base en termes d'hydrologie. Donc, j'ai eu le plaisir pendant mon doctorat de visiter le bassin versant pendant plusieurs saisons différentes, évidemment. Et pour un hydrologue, je dois dire que faire de la recherche en milieu forestier est assez spécial étant donné que la grande majorité des processus d'écoulement et de ruissellement ont été observés et documentés en premier dans diverses forêts à travers le monde. Donc, pour les hydrologues ou éco-hydrologues parmi vous, vous pouvez remonter aux années 60 pour la découverte de la plupart de ces processus d'écoulement-là. Mais il y a aussi eu des découvertes et des conceptualisations beaucoup plus récentes qui datent de 2006, par exemple. Donc, mon but pendant mon doctorat était vraiment de comprendre comment est-ce que des aires saturées comme celles que vous pouvez voir sur l'écran ici, laissez-moi juste utiliser le pointeur, si on peut le voir, OK. Donc, des zones saturées comme celles qui sont ici ou des aires saturées, comment est-ce que ces aires-là se forment au milieu forestier? Et au-delà de cette question-là, je voulais aussi quantifier le degré avec lequel ces aires saturées sont connectées les unes aux autres. Donc, le professeur Maheu faisait référence à ma recherche sur la connectivité hydrologique plutôt. Et donc, évaluer leur degré d'interconnectivité et évaluer le degré avec lequel elles contribuent à la réponse hydrologique des ruisseaux avoisinants. Donc, après mon doctorat, mon parcours professionnel m'a mené dans des directions plutôt différentes et m'a conduit à travailler dans des milieux qui ont très peu ou pas de couverts forestiers. Donc, au lieu de travailler dans des paysages comme celui-ci que vous voyez ici, donc des paysages où beaucoup de théories et de processus de ruissellement et d'écoulement ont été développés, comme je le disais tout à l'heure, je me suis plutôt retrouvée à travailler dans des endroits qui ressemblent à ceux-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, on y retrouve des champs agricoles à perte de vue, mais pas de forêt et très, très peu d'arbres. Et donc, l'une des questions sur laquelle j'ai dû me pencher était celle qui est inscrite sur la diapositive ici. Donc, quels sont les processus d'écoulement dominants dans des paysages comme celui-ci qui sont hautement anthropisés?
Et un exemple de région où cette question est particulièrement importante est le bassin versant du lac Winnipeg, que vous pouvez voir ici sur la carte. Donc, c'est le polygone en noir. C'est un immense bassin versant avec une aire de drainage de près d'1 million de kilomètres carrés. Et cette aire de drainage-là est à cheval sur le Canada et les États-Unis. Donc, on a 4 provinces impliquées et 4 États américains impliqués dans une plus ou moins grande mesure. Et l'une des raisons pour lesquelles les questions hydrologiques sont si importantes dans ce bassin versant-là est le fait que plusieurs désastres naturels et autres problèmes liés à l'eau y sont très fréquents. Donc, les photos que vous voyez ici montrent que ce bassin versant est régulièrement confronté à de sévères inondations, mais il est aussi régulièrement confronté à de sévères épisodes de sécheresse. Et en plus des inondations et des sécheresses, le lac Winnipeg est particulièrement connu pour ses problèmes d'eutrophisation. Donc, autrement dit, le lac est extrêmement riche en éléments nutritifs comme le phosphore et l'azote, ce qui cause la prolifération de cyanobactéries ou d'algues bleu-vertes, et donc d'où la couleur de l'eau que vous voyez sur la photo. Donc, c'est la raison pour laquelle le World Wildlife Fund, en 2013, a identifié le lac Winnipeg comme étant le lac le plus menacé du monde. Et avant ça, au Canada, le magazine Maclean's avait identifié le lac Winnipeg comme étant le lac le plus malade du Canada en 2009. Donc, les raisons qui sous-tendent les problèmes d'eutrophisation du lac Winnipeg sont très nombreuses et beaucoup d'entre elles sont assez similaires aux problèmes qu'on retrouve en amont du lac Erie, par exemple. Mais donc, les raisons les plus communément citées sont... l'une des raisons les plus communément citées est l'utilisation du sol en amont du lac. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, l'exploitation agricole, qui est représentée en marron, domine vraiment dans le bassin versant. Et bien sûr, elle est associée à l'application historique et contemporaine de fertilisants agricoles sur ces terres-là. Et ici, je parle autant de l'application d'engrais de synthèse sur les terres agricoles que de l'épandage d'engrais d'origine animale, comme le fumier de porc, par exemple, sur ces mêmes terres agricoles-là. Donc, dans ce bassin versant en particulier, d'un point de vue hydrobiogéochimique, le transport de phosphore et d'azote depuis les terrains agricoles vers les cours d'eau et les lacs est fortement contrôlé par la présence de différents mécanismes de ruissellement de surface ou d'écoulement de proche subsurface. Et ici, je devrais probablement dire que quand j'utilise l'expression écoulement de proche subsurface, je traduis directement de l'anglais et ça serait ce que les livres d'hydrologie en français appelleraient probablement un écoulement hypodermique dans les couches supérieures du sol. Donc, j'utilise l'expression écoulement de proche subsurface parce que c'est plus court. Donc, dans un milieu à forte dominance agricole, il est possible d'avoir des champs agricoles qui s'étendent sur de grandes surfaces et qui soient relativement proches de cours d'eau. Et donc, les opérations de cultivation, tant les opérations historiques que contemporaines dans ces champs, font en sorte que les éléments phosphorés et azotés, ils sont très présents, non seulement à la surface des sols, mais aussi dans les sols, dans les couches supérieures du sol en particulier. Donc, c'est ce que ce diagramme montre ici. Et donc, la présence de ruissellement de surface en bleu foncé et d'écoulement de proche subsurface en bleu clair ici a vraiment pour effet de mobiliser ces éléments-là et de les transporter vers les cours d'eau. Donc, dans un contexte comme celui-là, les bandes riveraines en général et les frères riveraines de cours d'eau en particulier sont vraiment vus comme un moyen clé pour limiter le transport d'azote et de phosphore depuis les champs agricoles vers les cours d'eau. Donc, il y a quelques minutes, je vous montrais une photo sur laquelle on voyait des champs agricoles pratiquement à perte de vue avec peu ou pas de couverts forestiers. Cette fois, je vous montre plutôt une photo aérienne d'une région du bassin versant du lac Winnipeg, simplement pour que vous puissiez voir que malgré l'exploitation agricole qui est dominante dans ces régions-là, de grands efforts sont quand même faits pour préserver du couvert forestier en bordure de rivières et autres cours d'eau. Donc, d'un point de vue écologique, je n'ai certainement pas besoin de vous dire que les frères riverains de cours d'eau ont beaucoup d'avantages. Je vais seulement me concentrer sur les avantages hydrologiques. Et l'un des avantages principaux est de limiter le transport de sédiments et de nutriments. Donc, comment est-ce que ces forêts riveraines de cours d'eau-là fonctionnent? Quelque chose que j'aurais probablement dû dire un peu plus tôt aussi est que quand j'utilise l'expression forêt riveraine de cours d'eau, c'est encore une traduction de l'anglais qui est riparian forest. Mais je dirais que d'un point de vue hydrologique, ces forêts riveraines de cours d'eau-là fonctionnent de deux manières principales. Et c'est
Je dis deux manières parce que je caricature pour aller vite. Premièrement, la présence d'arbres en zone riveraine. Donc ici, a vraiment pour effet de ralentir le ruissellement de surface. Donc c'est ça que j'essaie d'illustrer rapidement ici avec les flèches en dégradé bleu. Et donc, ça permet de limiter le transport latéral de sédiments, surtout vu que ces sédiments-là sont transportés principalement via le ruissellement de surface, et le transport de phosphore aussi, parce que le phosphore est majoritairement acheminé par le ruissellement de surface. Pas totalement, mais majoritairement. Et en plus de ça, on sait aussi que la présence d'arbres en zone riveraine peut avoir pour effet d'affecter l'écoulement de subsurface, en plus d'être accompagné par un prélèvement d'eau et de nutriments par la végétation, ce qui est super important. Et la dénitrification est aussi présente dans ces zones riveraines-là. Et donc, tout cela a pour effet de limiter le transport latéral d'azote qui a surtout tendance à se faire via l'écoulement de subsurface en général. Donc, les effets bénéfiques des forêts riveraines de cours d'eau sont très bien documentés dans la littérature et donc je suis sûr que 90 à 100% d'entre vous sont bien au courant de ces effets bénéfiques-là. Donc, ces effets bénéfiques incluent la préservation d'habitats aquatiques et terrestres, la stabilisation des berges. Il y a aussi le contrôle des inondations dans une certaine mesure et le transport des sédiments ainsi que de nutriments solubles. Et donc, ce que le diagramme schématique montre aussi ici est que les effets bénéfiques des forêts riveraines de cours d'eau dépendent fortement de la largeur de la bande riveraine. Donc, par exemple, les effets bénéfiques en termes de transport de sédiments ne sont typiquement présents que si la bande riveraine fait au moins 12 mètres de large, d'après ce diagramme en particulier, alors que les effets bénéfiques en termes de transport de nutriments solubles ne sont ressentis que si la bande riveraine fait au moins 28 mètres de large. Donc, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que différentes sources dans la littérature donnent des chiffres différents en termes de largeur minimum de bande riveraine. Donc, je présente ce diagramme-là ici juste à titre illustratif. Ce ne sont pas nécessairement des chiffres que je prône comme étant les meilleurs. Ce que je veux vraiment souligner, par contre, c'est le fait que les effets bénéfiques des forêts riveraines de cours d'eau sont théoriques, dans le sens où ils ne sont pas nécessairement présents partout. Et dans les prairies canadiennes en particulier, le rôle hydrologique des forêts riveraines de cours d'eau demeure très incertain, dans le sens où différentes études en viennent à des conclusions qui peuvent être très différentes aussi. Et donc, je peux vous donner deux exemples de conclusions mitigées ou différentes ici. Donc, l'une des études qui est la plus citée dans les prairies à propos des bandes riveraines a été réalisée par Steve Shepard et collègues en 2006. Et leurs résultats ont démontré que la présence d'arbres matures en bordure de cours d'eau pouvait conduire soit à la réduction des concentrations de phosphore dans certains cas, mais ça pouvait aussi conduire à l'augmentation des concentrations de phosphore dans d'autres cas, ou aucun changement du tout. Donc, aucun changement entre les concentrations qui sont observées, entre guillemets, en amont de la zone riveraine et les concentrations qui sont observées en aval de la zone riveraine. Quand vous pensez au continuum versant zone riveraine cours d'eau. Et donc, ce sont des résultats mitigés, voire contradictoires. Il y a aussi eu deux études plus récentes, donc publiées en 2011 et 2018, et ces deux études-là aussi révélaient, en termes de conclusions majeures, l'absence de changement significatif dans le transport de phosphore. Et c'est un résultat ou une conclusion qui n'est certainement pas encourageante quand on sait que le phosphore est l'élément nutritif qui est le plus problématique pour le lac Winnipeg. Donc, longue histoire courte, tous ces résultats-là, peu concluants ou mitigés, ont été difficiles à expliquer au cours des dernières années et ils ont vraiment mis en lumière, je dirais, notre méconnaissance collective des processus de ruissellement et d'écoulement dans les forêts riveraines de cours d'eau, dans le bassin versant du lac Winnipeg, en particulier l'écozone des prairies qui fait partie de ce bassin versant-là. L'une des choses que l'on sait, par exemple, est que dans cette région, en période printanière, les volumes de ruissellement de surface qu'on observe correspondent à 60, 70, 80 ou parfois jusqu'à 90% du ruissellement total à l'échelle annuelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de contrôler ce volume de ruissellement-là, qui est très riche en nutriments solubles. Et c'est quelque chose que les forêts riveraines de cours d'eau ont beaucoup de mal à faire en début de printemps parce que
au Manitoba et en Saskatchewan en particulier, même chose au Dakota du Nord et du Sud. Après un hiver long et extrêmement froid, les sols sont totalement gelés ou partiellement gelés. Et donc, ces sols-là sont incapables de permettre l'infiltration d'une partie de l'eau de ruissellement et des nutriments qui la composent. En plus de cela, parce que c'est le début du printemps et donc pas la saison de croissance, les arbres ne prélèvent pas de nutriments vraiment pendant cette période cruciale-là. Et tout ça fait en sorte que les concentrations et les taux de transport de nutriments solubles sont extrêmement élevés au printemps, malgré la présence de forêts riveraines de cours d'eau dans certaines régions. L'un des gros inconnus, cependant, concerne l'écoulement de proches subsurface, à savoir, est-ce qu'il existe en zone riveraine dans cette région-là? Et si oui, quand est-ce qu'il est présent et est-ce qu'il est significatif? Donc, tout à l'heure, quand je vous faisais un rappel des effets bénéfiques théoriques des forêts riveraines de cours d'eau, je vous montrais un diagramme comme celui-ci, d'un versant qui était relativement pentu. Cependant, dans la majeure partie des régions du bassin versant du lac Winnipeg, ce n'est pas du tout ce genre de topographie qu'on a. Ce qu'on a plutôt, c'est des terrains pratiquement plats et les mécanismes qui contrôlent l'écoulement de proches subsurface dans ce type de relief-là ou avec ce type de relief-là sont relativement méconnus. Le problème, c'est que pendant que les données nous manquent pour mieux comprendre le rôle hydrologique des forêts riveraines de cours d'eau dans les prairies canadiennes, certains acteurs utilisent le manque de données ou les résultats mitigés que je vous montrais plus tôt pour argumenter que les forêts riveraines de cours d'eau ont peu ou pas d'utilité pour limiter les inondations ou le transport de sédiments et de nutriments. Donc, en d'autres mots, certains argumentent que ces bandes riveraines ne sont pas nécessaires ou peut-être qu'on pourrait réduire leur largeur ou elles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un couvert arboré. Et ces arguments-là sont mis de l'avant par certains acteurs. Il est vrai que des bandes riveraines peuvent exister sous au moins 3 formes, et c'est ça que les 3 vignettes sur l'écran montrent ici. Donc, vous pouvez avoir des bandes riveraines qui sont arborées ou juste arbustives ou herbacées. Mais il n'y a certainement pas assez d'études pour évaluer la performance relative des bandes riveraines avec un couvert arboré versus celles qui sont simplement herbacées, par exemple. Et il n'y a certainement pas assez de données dans les prairies en particulier pour faire cette distinction-là. Donc, tout cela m'amène à ce dont je vais vous parler aujourd'hui, différents moyens d'investiguer le ruissellement de surface et l'écoulement de proches de surface en zone riveraine. Donc, je disais au début de ma présentation tout à l'heure que plusieurs théories et concepts hydrologiques ont été découverts et testés dans des forêts en premier. Et cela a été fait à l'aide de plusieurs outils, donc des exercices de cartographie des propriétés du sol, l'utilisation de traceurs géochimiques ou fluorescents ou isotopiques, et l'utilisation de données de niveau d'eau aussi, entre autres méthodes. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces outils ou méthodes sont fréquemment utilisés pour des versants entiers ou des petits bassins versants entiers en général, mais ils sont très peu utilisés dans les prairies canadiennes et ou très peu utilisés en zone riveraine uniquement, donc pour des endroits où certaines des théories ou des concepts qu'on connaît ne sont pas nécessairement valides tout le temps. Et donc, dans le temps qui me reste aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de méthodes pour évaluer le rôle hydrologique de différentes zones riveraines qui sont toutes situées dans le même bassin versant dans les prairies. Et je veux vraiment souligner avant de continuer, que mon but n'est pas de présenter, de comparer des dizaines de résultats aujourd'hui, d'autant plus que nos analyses comparatives ne sont pas tout à fait terminées, donc beaucoup de nos résultats sont encore préliminaires. Ce que je veux faire, par contre, c'est d'explorer avec vous différentes méthodes qui sont rarement utilisées simultanément, juste pour vous donner une idée du genre d'informations qu'elles peuvent nous apporter et du type de coût aussi qui est associé à ces différentes méthodes-là. OK, donc pour le reste de ma présentation aujourd'hui, je vais vous donner des exemples qui proviennent tous du même bassin versant, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est le bassin versant du Catfish Creek. Il est situé au Manitoba, donc dans les prairies. C'est un bassin versant agroforestier, comme vous pouvez le voir sur l'image aérienne. Et donc, avec une occupation du sol, une utilisation du sol qui est mixte. Donc, à peu près moitié-moitié forestier et exploitation agricole. Le cours d'eau principal dans ce bassin versant-là draine des terres qui s'étendent sur environ 642 km².
Et le cours d'eau lui-même se jette directement dans le lac Winnipeg via une baie qui s'appelle Traverse Bay. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, entre 2013 et 2016, mon groupe a sélectionné 12 zones riveraines pour études dans ce bassin versant, certaines avec un couvert forestier, tandis que d'autres sont plutôt herbacées. Et avant que je continue, je veux juste souligner le travail de 3 de mes étudiants qui ont permis de collecter et d'analyser certaines des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Halia Petzold a fait sa maîtrise dans le bassin et travaille maintenant comme hydrologue pour le gouvernement d'Ontario. Amber a fait sa maîtrise aussi dans le bassin et travaille maintenant comme hydrologue pour le gouvernement du Manitoba. Et Cody, au milieu, a fait sa thèse d'honneur et sa maîtrise dans le bassin. Et travaille maintenant fait des études de doctorat. OK. Oh, la souris ne fonctionne plus. Ah, voilà. Okay. Donc, quelques photos rapidement, juste pour que vous puissiez apprécier la variété de zones riveraines qui existent dans le bassin versant à l'étude. Donc, ici, vous en avez une avec un couvert herbacé qui est près des berges et une vraie forêt, donc pas juste une petite bande d'arbres, mais une vraie forêt plus loin. Tandis qu'ici, vous avez une autre bande riveraine ou zone riveraine que j'appellerais une forêt riveraine de cours d'eau dans ce cas-là, parce qu'elle est très, très large. Donc, on parle de plus de 200 mètres de largeur ici, qui s'étend sur plusieurs kilomètres en termes de couvert sur le bassin versant. D'autres photos rapidement ici. Oh, j'avais oublié que j'avais celle-là. Donc, la plupart de ces photos-là sont des bandes riveraines herbacées. L'exception est la zone que vous voyez ici, qui est une bande riveraine avec couvert arboré ou arborescent, juste quelques dizaines de mètres de large. Donc, quelque chose de typique avec un tout petit couvert forestier simplement pour isoler le cours d'eau des champs agricoles qui sont pas loin, adjacents. Donc, la première méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui est la moins dispendieuse. C'est aussi celle qui est un peu sous-estimée dans le sens où il s'agit juste de faire une cartographie des propriétés du sol. Ce que je veux juste vous démontrer d'ici les quelques prochaines minutes est que des informations intéressantes peuvent quand même ressortir de ces cartes plutôt simples. Donc, dans le bassin versant du Catfish Creek, pour chaque bande riveraine, ce que nous avons fait ou ce que nous avons décidé de faire, c'est de délimiter une grille d'échantillonnage. Et l'idée était que lors de chacune de nos visites de terrain, nous puissions faire des mesures manuelles dans chaque carré de la grille d'échantillonnage. Donc, la grille nous permettait de remesurer à des endroits plus ou moins fixes à chaque visite de terrain. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, j'ai choisi de vous montrer les données pour seulement 2 zones riveraines, une qui est herbacée et une qui a un couvert forestier. Et les 2 zones riveraines que j'ai choisies pour aujourd'hui sont celles qui étaient les plus similaires, non seulement en termes de microtopographie, mais aussi en termes de type de sol. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la différence majeure entre les 2 zones riveraines dont je vais vous parler jusqu'à la fin de ma présentation est vraiment le couvert végétal. Donc, l'une des premières choses que mon groupe voulait vérifier était la présence ou l'absence de différence entre les 2 zones riveraines en ce qui a trait au couvert de neige et à la profondeur de gel dans le sol. Donc, ici, je vais vous montrer les résultats juste pour une année. C'était au mois de mars 2015, si je me rappelle bien, environ 2 semaines avant la fonte des neiges. Et pour information, ici, la grille d'échantillonnage est orientée de telle sorte que le petit côté du rectangle est parallèle au cours d'eau. Donc, lorsque nous avons commencé ce projet-là, l'une des hypothèses que l'on avait était que la différence de couvert végétal allait résulter en des différences en termes de couvert neigeux et de profondeur de gel, mais ça n'était pas toujours le cas. Donc, en 2015, par exemple, pour les 2 zones riveraines que je compare ici, il n'y avait pas de différence majeure pour la profondeur de gel. Donc, c'est la colonne FD que vous voyez ici pour Frost Depth. Donc, vous pouvez voir que les couleurs dans les carrés d'échantillonnage sont pas mal similaires entre les 2 zones. Par contre, il y avait une petite différence en ce qui avait trait à l'équivalent en eau en neige, donc SWE, Snow Water Equivalent. Cet équivalent en eau en neige-là était nettement plus élevé dans la zone riveraine herbacée.
Et ce n'est pas une information qui, en termes absolus, est tellement importante, mais c'était le type d'information, entre guillemets, anecdotale, qui est intéressant pour ensuite suivre l'évolution de l'humidité du sol dans la zone riveraine tout au cours du printemps, par exemple. Ce qui m'amène aux autres cartes que nous avons également produites pour les zones riveraines. Donc, pour chacune des zones riveraines qu'on étudiait, l'idée, c'était de visiter le site à plusieurs reprises au cours d'une même année. Donc, chaque colonne que vous voyez ici correspond à une visite de terrain différent, et produire des cartes qui montrent la température du sol, la conductivité électrique du sol et l'humidité du sol à une profondeur de 30 cm. Et nous avons pu prendre toutes ces mesures à l'aide d'un seul instrument portatif qui est assez résistant, facile à utiliser et qui coûtait environ 1 300 $ à l'époque. Ce qui n'est pas cher payé pour le genre d'informations qu'on peut obtenir. Et donc ici, vous avez des cartes pour une zone riveraine herbacée. Vous pouvez voir juste rapidement en jetant un coup d'œil que ces cartes-là sont extrêmement riches en informations. Puis on faisait la même chose pour d'autres zones riveraines, y compris la zone arborée dont je vous parlais tout à l'heure. Puis ça, c'est des exemples de cartes pour cette zone-là en 2014 et 2015. Donc, juste à titre illustratif, je vais identifier quelques points de comparaison entre ces deux zones riveraines-là, juste pour vous montrer le type de différence qu'on observait dans ce bassin versant-là en général. Donc, l'une des choses qu'on a faites en premier est de produire une carte à la fin de chaque automne. L'idée étant de capturer les conditions sur le terrain tout juste avant que tout gèle. Puis quand je dis tout gèle au Manitoba, c'est pour de vrai. Donc les sols gèlent, tout gèle. C'est une saison pratiquement 100% inactive d'un point de vue hydrologique. Donc on voulait mesurer les conditions tout juste avant le début de cette période-là. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, en novembre 2014, oui, c'est bien ça, est que les deux zones riveraines étaient très similaires. La zone herbacée est à gauche, puis la zone arborée est à droite. Donc, les deux zones riveraines étaient très similaires en ce qui a trait à la température du sol et à la conductivité électrique du sol à une profondeur de 30 cm. Donc, il s'agit de la carte que vous avez ici pour la température et les cartes que vous avez sur la deuxième rangée ici pour la conductivité électrique. Mais il y avait quelques petites différences en termes d'humidité du sol. Les sols de la zone herbacée avaient tendance à être moins humides que ceux de la zone riveraine arborée. Et c'est ce qui est illustré par les teintes de bleu clair que vous avez pour la carte d'humidité du sol dans la zone riveraine herbacée. Et vous n'avez pas ces mêmes teintes de bleu pour la carte correspondante dans la zone riveraine arborée à laquelle je la compare. Donc, les cartes correspondant au printemps que je vous montre sont celles qu'on a collectées en 2015, tout de suite après la période de fonte des neiges. Et cela était aussi intéressant à comparer dans le sens où les astérisques que vous voyez sur les cartes à gauche correspondent à des zones qui avaient encore des sols gelés à 30 cm de profondeur. Et donc, vous pouvez voir que dans la zone riveraine herbacée, à ce moment-là, on avait encore des problèmes, on avait encore des zones de sol gelé à 30 cm de profondeur, alors que ce n'était pas du tout le cas dans la zone arborée, donc celle qui est ici. Et c'est quelque chose qui était en accord avec le fait que les cartes de température du sol montraient des températures plus élevées dans la zone riveraine arborée, donc ici, comparativement à ce qu'on retrouvait dans la zone riveraine herbacée, ici. Pendant tout le reste du mois de mai, on observait aussi les différences, quand il y en avait entre les deux zones riveraines. La différence la plus évidente ici était encore en termes de température du sol. Les températures du sol étaient encore plus élevées dans la zone arborée. Une autre différence significative était le fait que les cartes avaient tendance à montrer des patrons spatiaux qui étaient beaucoup plus uniformes dans la zone arborée comparativement à la zone herbacée. Et cette distinction-là, qui a l'air d'être une distinction qualitative, est en fait une distinction super importante parce que la littérature contient des guides, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais la littérature contient des guides grâce auxquels on peut associer la présence de patrons uniformes à des processus d'écoulement très spécifiques, alors que la présence de patrons non uniformes ou plus hétérogènes, voire aléatoires, est typiquement associée à
des conditions de processus de percolation verticaux plutôt que des processus d'écoulement qui se dérouleraient ou qui prendraient place selon la direction latérale ou horizontale plutôt. Et ici, je voulais juste vous montrer rapidement des cartes associées aux conditions estivales qui, elles aussi, sont riches en informations. Je ne vais pas aller dans les détails ici. Je voulais juste vous montrer que la zone riveraine arborée avait tendance, de nouveau, à avoir des patrons d'humidité du sol qui varient très peu d'une date à l'autre, donc qui varient très peu d'une colonne à l'autre. Et de nouveau, il s'agit d'une observation qui a l'air d'être juste qualitative, mais qui est plutôt importante parce que la littérature contient de nombreux exemples de sites qui montrent une plus grande stabilité temporelle dans leur patron d'humidité du sol. Et différents degrés de stabilité temporelle peuvent aussi être associés à différents processus d'écoulement dominants. Donc, je vais m'arrêter là pour les comparaisons visuelles de cartes, juste pour être sûr de respecter mon temps. Mais mon but était simplement de montrer que même si ces cartes sont plutôt anecdotales et donnent l'impression de ne pas donner beaucoup plus d'informations, de ne pas donner d'informations qui est plus que qualitative. Ces cartes-là peuvent quand même être utiles pour illustrer des différences entre des zones riveraines, pour illustrer le fait que ces différences ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la saison, et aussi pour émettre des hypothèses sur les processus d'écoulement dominants grâce à des guides qui sont présents dans la littérature hydrologique et qui permettent d'associer des types de patrons spatiaux à des types d'écoulement dominants. OK, donc la deuxième méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui est celle du traçage de l'eau. Et c'est une méthode qui coûte certainement plus cher à réaliser que les cartes que je vous montrais précédemment. Mais l'avantage, c'est que c'est aussi une méthode qui peut fournir de l'information un tout petit peu plus précise ou plus spécifique à propos du fonctionnement hydrologique, soit d'un bassin versant entier ou alors d'une zone riveraine. Et donc, je vais juste prendre une minute pour expliquer en quoi est-ce que le traçage consiste. La définition la plus générale d'un traceur serait que c'est une espèce chimique qui est caractéristique d'une source particulière ou qui est caractéristique d'un processus de ruissellement ou un processus d'écoulement particulier. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'un bon traceur doit absolument avoir des valeurs différentes, soit pour différentes sources d'eau ou pour différents chemins d'écoulement. Et donc, en parallèle à ça, on sait que le cours d'eau est l'élément intégrateur par excellence dans un bassin versant, dans le sens où il est la manifestation de toutes les sources ou de tous les processus qui lui fournissent de l'eau. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le cours d'eau est un mélange de traceurs ou un assortiment de traceurs. Et le but du traçage est vraiment de distinguer les traceurs qu'on retrouve dans un cours d'eau afin de distinguer les sources ou les processus d'écoulement qui contribuent à ce qu'on voit dans le cours d'eau. Et donc, ce qu'on a fait dans le bassin versant du Catfish Creek ici, est d'utiliser un setup expérimental qui nous permettait de prélever des échantillons d'eau dans la zone riveraine, mais aussi des échantillons d'eau dans le cours d'eau pour faire du traçage. Et on a fait ça en utilisant deux types de traceurs différents, donc en appliquant deux approches de traçage différentes. Donc, notre premier exercice de traçage consistait à introduire des traceurs artificiels dans le système, plus particulièrement des traceurs colorés fluorescents, dans l'objectif de distinguer le ruissellement de surface de l'écoulement de proche subsurface dans le cours d'eau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelques heures avant chaque événement prévu de fonte des neiges ou chaque événement prévu de pluie, nous allions sur le terrain pour introduire ces traceurs dans l'environnement parce que ce sont des traceurs qui n'existent pas ou peu de manière naturelle dans l'environnement, donc il fallait qu'on les introduise. Donc, en utilisant des puits, on injectait un traceur coloré fluorescent qui est appelé la fluorescine dans le sol, et l'idée avec ça était de suivre l'écoulement de proche subsurface en étiquetant l'eau de subsurface avec la fluorescine, en fait. Pour à la surface du sol, on appliquait un autre traceur fluorescent, celui-là est appelé la rhodamine, et cette fois, c'était pour pouvoir suivre le ruissellement de surface, donc étiqueter l'eau de surface avec la rhodamine. Et ensuite, on utilisait un échantillonneur d'eau, pour prélever de l'eau dans le cours d'eau plusieurs fois par jour pendant l'événement de pluie ou de fonte. Et l'idée ensuite était de ramener tous ces échantillons-là à l'université, au laboratoire, pour
évaluer leur concentration de chacun des traceurs fluorescents. Et l'idée était de répéter cette procédure aussi pour plusieurs événements hydrologiques. Donc, c'est certainement une approche qui est plus prenante sur le terrain et qui nécessite plus de coûts aussi en termes d'analyse de laboratoire, etc. Mais c'est l'une des approches qu'on a décidé d'appliquer ou de tester. La deuxième approche de traçage était différente dans le sens où elle ne se basait pas sur des traceurs colorés fluorescents, mais plutôt sur des traceurs isotopiques. Et contrairement aux traceurs fluorescents, les traceurs isotopiques sont naturellement présents dans la molécule d'eau parce qu'ils font partie de la molécule d'eau. Les isotopes d'oxygène et d'hydrogène font partie de la molécule d'eau. Donc, sans aller dans les principes, dans les détails des principes de biogéochimie isotopique, je dirais que la beauté des isotopes d'oxygène et d'hydrogène stables est que leur concentration change presque uniquement en fonction de l'âge de l'eau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'eau de pluie nouvellement tombée aura une signature isotopique qui est complètement différente de l'eau qui est en subsurface, donc de l'eau du sol ou de l'eau souterraine, parce que cette eau souterraine-là est plus vieille, parce qu'elle réside dans le bassin versant ou dans la zone riveraine depuis plus longtemps. Avec les isotopes, on peut aussi différencier l'eau de fonte des neiges de l'eau de pluie, et on peut même différencier de l'eau de fonte qui est récemment fondue d'une eau de fonte qui aurait fondu puis qui se serait reglacée un tout petit peu avant de refondre de nouveau. Et donc, l'idée avec les traceurs isotopiques, c'est que conceptuellement, on sait que le cours d'eau est représenté par notre cylindre ici. Donc, le cours d'eau est représenté par le cylindre avec le robinet d'eau verte. Et on sait que cette eau verte-là est un mélange d'eau nouvelle, qui est le flux bleu ici, et d'eau plus vieille aussi, qui est le flux jaune. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser des modèles mathématiques de mélange qui existent dans la littérature depuis les années 80-90. Donc, utiliser ces modèles mathématiques de mélange-là pour expliquer les liens entre l'eau nouvelle, l'eau vieille et leur mélange dans le cours d'eau. Et donc, ce qu'on a fait, c'est simplement d'appliquer ces modèles de mélange-là. L'une des formules associées à ces modèles est celle qui est reproduite sur l'écran ici. Et donc, pour pouvoir calculer la proportion d'eau vieille dans le cours d'eau, il nous fallait de l'information à propos des ratios isotopiques dans le ruisseau, des ratios isotopiques associés à l'eau vieille, des ratios isotopiques associés à l'eau nouvelle. Donc, on a simplement pris des échantillons d'eau du cours d'eau, de pluie et de neige, de ruissellement de surface et d'eau souterraine. On a testé tous ces échantillons-là pour les ratios isotopiques d'oxygène 18 et de deutérium. Et une fois qu'on avait toutes ces données-là, il fallait juste qu'on les, entre guillemets, plug dans la formule qui est ici. Et ça nous permettait d'avoir la proportion d'eau vieille dans le cours d'eau pour différents moments dans le temps. Et l'idée avec ça était de pouvoir identifier la proportion d'eau vieille en provenance de la zone riveraine adjacente qui avait été acheminée vers le cours d'eau grâce à l'écoulement de subsurface. Donc, je vais juste vous montrer des résultats vraiment rapidement, juste à titre illustratif. Ici, je commence avec un événement de pluie au mois de juillet. Donc, le traçage isotopique dans ce cas-là n'a pas vraiment révélé de différence majeure entre une zone riveraine herbacée qui est à gauche et une zone riveraine arborée qui est à droite. Donc, si vous regardez les diagrammes de la rangée du milieu ici, vous pouvez voir que l'eau nouvelle, qui est en bleu foncé, représentait une portion assez importante de ce qu'on retrouvait dans le cours d'eau pour les deux zones riveraines ici. Les résultats du traçage fluorescent ont aussi révélé des concentrations qui étaient relativement similaires pour les deux zones riveraines, pardon. Donc, c'est le diagramme ou les diagrammes que vous avez dans la rangée du bas. La grosse différence n'était pas tant en termes de concentration, parce que si vous regardez les deux axes des ordonnées pour les deux diagrammes, vous verrez que les valeurs sont assez similaires. Les seules différences étaient en termes de timing, donc le moment où les concentrations maximales étaient enregistrées dans chacune des zones riveraines et le moment où les concentrations minimales étaient enregistrées aussi pour chacune des zones riveraines.
Donc là, je vais passer rapidement à un exemple pour un événement de fonte des neiges, parce qu'il y avait des toutes petites différences. Donc, le trachage isotopique dans ce cas-là, de nouveau, n'a pas vraiment révélé de différence majeure. Donc, si vous regardez les diagrammes de la rangée du milieu ici, vous pouvez voir que l'eau nouvelle en bleu foncé représentait toujours une proportion plus élevée que l'eau vieille dans le cours d'eau, ce qui voudrait dire une prédominance du ruissellement de surface, et ce n'est pas vraiment une surprise au printemps dans les prairies. Les résultats du traçage fluorescent, par contre, étaient un tout petit peu différents, dans le sens où, si vous regardez les concentrations de fluorescine en vert, elles étaient très similaires pour les deux sets, et je vous rappelle que la fluorescine est le traceur coloré qu'on a utilisé pour étiqueter l'eau de subsurface. Les concentrations de rhodamine, par contre, en mauve, étaient beaucoup plus élevées dans la zone riveraine herbacée comparativement à la zone riveraine arborée, donc beaucoup plus élevées sur le diagramme de gauche. Et donc, ces traceurs fluorescents-là nous donnaient l'impression d'un volume de ruissellement de surface qui était beaucoup plus important en zone riveraine herbacée, ce qui n'est pas totalement en accord avec les résultats du traçage isotopique pour le même événement de fonte, mais logique d'un point de vue des processus dominants qu'on observe en milieu forestier en général. Le ruissellement de surface est plus rare en milieu avec un couvert forestier qu'il ne l'est avec un couvert non forestier. C'est quelque chose qui est présent dans la littérature depuis les années 60-70 en fait. Donc, les raisons qui pourraient expliquer l'apparente contradiction entre les résultats du traçage isotopique ici et ceux du traçage fluorescent sont nombreuses. Et je pourrais en discuter avec vous après la présentation si ça vous intéresse. Mais je voulais juste souligner dans ce cas particulier l'importance d'avoir de l'information redondante parfois. Je sais que ce soit à des fins de recherche ou autres, on a souvent tendance à minimiser le nombre de mesures que l'on fait pour économiser du temps et de l'argent, etc. Mais dans ce cas particulier, avoir des résultats apparemment contradictoires nous a forcé à aller un tout petit peu plus loin dans notre analyse pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et à la fin de nos analyses, on a pu, dans ce cas particulier, confirmer que les résultats du traçage fluorescent semblaient plus plausibles que ceux du traçage isotopique. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire aussi. Je vois que le temps file, donc je vais passer à ma troisième méthode ou approche dont je voulais parler aujourd'hui, et qui est celle où on utilise des séries temporelles de niveau d'eau pour évaluer la direction dans laquelle l'écoulement de proche subsurface se produit. Et donc, de nouveau, je vais faire une description sommaire de notre setup expérimental et de notre objectif avec cette approche-là. Donc, pour chaque zone riveraine, ce qu'on a fait, c'est d'installer des puits peu profonds le long d'un transect dans la zone riveraine et déployer des sondes de niveau d'eau dans ces puits-là pour enregistrer les fluctuations de la nappe phréatique dans la zone riveraine toutes les 15 minutes. Effectivement, vous pouvez imaginer que non seulement construire les puits et déployer des sondes coûte plus cher que les approches dont je vous ai parlé plus tôt. Et en plus de ça, on a aussi utilisé une sonde de niveau d'eau dans le cours d'eau adjacent pour enregistrer les fluctuations du niveau d'eau dans le cours d'eau, également toutes les 15 minutes. Et l'idée est d'utiliser toutes ces données de niveau d'eau-là pour évaluer la présence ou l'absence d'écoulement de proche subsurface dans la zone riveraine. Donc, l'idée, c'était de calculer des gradients hydrauliques, simplement. En général, quand on pense à l'écoulement de proche subsurface dans ce genre de milieu, on s'imagine un mouvement d'eau, on s'imagine un mouvement d'eau ou de l'eau depuis la zone riveraine vers le cours d'eau. Et lorsque ça se produit, nous avons une connectivité hydrologique qui est établie entre la zone riveraine et le cours d'eau. Et puis, on peut ensuite essayer de différencier le degré de connectivité en mesurant la distance sur laquelle cet écoulement se produit là. Donc, c'est ce qu'on a fait ici en différenciant des scénarios de connectivité de niveau 1, un scénario de connectivité de niveau 2, mettons, et scénario de connectivité de niveau 3, par exemple. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que la littérature a aussi documenté des scénarios inverses, donc des scénarios dans lesquels le mouvement d'eau se produit depuis le cours d'eau vers la zone riveraine. Et si je traduis de l'anglais, c'est ce que j'appellerais des scénarios de renversement. Donc, la littérature, jusqu'à présent, a surtout identifié les scénarios de renversement comme étant des exceptions, mais nous voulions voir à quel point de tels scénarios étaient présents dans les prairies aussi. Donc, de la même manière que pour la connectivité, nous voulions différencier le degré de renversement en mesurant la distance
sur laquelle l'écoulement semblait se produire. Donc, on avait des scénarios de renversement de niveau 1, scénarios de renversement de niveau 2 et possiblement des scénarios de renversement de niveau 3. Donc, on a des données pour 12 zones riveraines et plusieurs années, mais je vais juste me concentrer sur 2 zones et 1 année ici. Et donc, les séries temporelles que vous allez voir défiler, je l'ai commencé ici, sont associées à une zone riveraine arborée en particulier. Donc, dans le graphique du haut, la ligne en bleu représente l'élévation de l'eau dans le cours d'eau par rapport au niveau de la mer. Et dans le graphique du bas, vous avez plutôt un diagramme en bâton qui défile. Donc, les bâtons bleus représentent différents scénarios de connectivité. Les bâtons jaunes et rouges représentent différents scénarios de renversement. Et quand vous n'avez pas de bâton du tout, ça veut dire qu'on n'a pas détecté d'écoulement de proche subsurface. Et donc, ce que vous pouvez voir sur les graphiques défilants ici, c'est qu'on a vraiment une alternance entre les périodes de connectivité et les périodes de renversement. Et nous avons certainement assez de périodes de renversement pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de cas exceptionnels pour cette zone riveraine-là en particulier. Et c'était certainement une surprise à laquelle nous ne nous attendions pas, étant donné ce que la littérature dit à propos des scénarios de renversement. Donc, juste pour résumer rapidement, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer à travers tout le tableau, je vais me concentrer sur 2 rangées. Pour une zone riveraine herbacée, donc la même zone riveraine dont je vous parle depuis tout à l'heure, pour une année ici, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'il n'y avait aucun écoulement de proche subsurface pendant 50% du temps, donc pendant 50% de la période de 8 à 9 mois pendant lesquels on collectait des données. On avait des scénarios de renversement présents pendant seulement 12% du temps et des scénarios de connectivité niveau 1, 2 ou 3 pendant 37% du temps. Et c'est quelque chose qui est typique de ce à quoi on s'attendrait étant donné la littérature. Si je passe à un autre exemple de zone riveraine, arborée, cette fois, vous allez voir que les résultats étaient pas mal différents pour la même année. Donc, on avait une approche d'écoulement de subsurface pendant 19% du temps, la connectivité ou des scénarios de connectivité pendant 14% du temps et des scénarios de renversement pendant 68% du temps, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on anticipait étant donné la littérature. Donc, on a obtenu des résultats similaires pour d'autres zones riveraines et d'autres années et je peux vous dire tout de suite qu'on est pas mal certain que ce n'est pas la présence ou l'absence de couverts forestiers qui permet d'expliquer ces dynamiques-là. Il semble avoir un lien avec la présence de ponceaux en aval et la présence de barrages de castors en aval aussi. Donc, des facteurs qui ne sont pas liés au couvert végétal dans la zone riveraine en tant que telle. La raison pour laquelle je vous mentionne ça, par contre, c'est simplement pour dire que s'il est vrai, dans les prairies en particulier, que ces scénarios de renversement-là sont vraiment fréquents, ça veut dire que la chimie ou la biogéochimie de la zone riveraine est influencée pas seulement par ce qui se passe dans les champs agricoles adjacents, mais aussi par ce qui se passe dans le cours d'eau, parce qu'on a des échanges d'eau depuis le cours d'eau vers la zone riveraine et pas seulement à la surface, mais aussi en subsurface. Et dans le cas particulier de cette zone riveraine arborée, on s'est rendu compte que les concentrations d'azote que l'on retrouve dans la solution de sol sont beaucoup plus élevées que ce qu'on retrouve ailleurs et ça semble être dû au scénario de renversement en particulier. Donc, on est encore en train d'analyser nos données pour confirmer ou infirmer ça, mais c'est certainement un résultat qui est différent de ce que les processus typiques qui ont été documentés dans d'autres zones riveraines auparavant. Donc, je vais commencer à conclure en revenant sur les 2 questions que je posais au début de la présentation. L'une des questions était de savoir si les forêts riveraines dans les prairies canadiennes présentent les mêmes avantages ou les mêmes fonctions hydrologiques qu'ailleurs. Et l'autre question concernait plutôt les méthodes et outils qui sont typiquement appliqués dans les petits bassins versants forestiers pour savoir s'ils peuvent être utilisés pour mieux comprendre le fonctionnement hydrologique des zones riveraines avec ou sans couvert forestier. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à la première question aujourd'hui parce que nos résultats sont encore très préliminaires et certains d'entre eux contradictoires avec la littérature. Donc, on passe vraiment à travers toutes les données brutes pour être sûr que ces conclusions-là tiennent. Pour ce qui est de la deuxième question, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des approches qu'on a testées
était relativement facile à appliquer à des zones riveraines uniquement. La différence était vraiment plus en termes de coûts associés. Donc, certaines sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Et donc, ouais, c'est pas mal ça. L'une des raisons pour lesquelles ça nous prend tellement de temps de passer à travers les données est le fait que chaque méthode et outil fournit des informations différentes et parfois même contradictoires, ce qui pourrait être vu comme un désavantage, mais il y a de plus en plus d'études hydrologiques qui utilisent vraiment cette discordance interapproche pour faire avancer les connaissances. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Et avec un peu de chance, peut-être que je serai en mesure de vous revenir dans quelques années avec des conclusions plus fermes à propos du fonctionnement hydrologique des zones riveraines atypiques qu'on retrouve dans les prairies canadiennes. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je suis 3 minutes over. Merci beaucoup de votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. OK. Merci, Geneviève, pour cette présentation. Je laisse la parole au public. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement allumer votre micro et la poser. Ou vous pouvez l'écrire dans le chat, si vous voulez, là, le petit forum de discussion. Pendant que les gens préparent leurs questions, je vais m'en poser une. Ah oui, j'en ai déjà une. Je vais me permettre de commencer pour laisser aux autres le temps de se préparer. Vous avez beaucoup parlé de la variabilité entre une zone riveraine herbacée versus arborée. Je me demandais si vous aviez aussi observé beaucoup de variabilité entre les différentes zones arborées. Je m'en doute, mais je serais curieuse de vous entendre un peu là-dessus. Très bonne question. Donc, on a certainement observé des différences entre les zones arborées. Je ne sais pas si je vais me lancer dans un débat légal ici ou non. Donc, c'est intéressant quand on parle de zones riveraines arborées, surtout dans la littérature américaine qui est liée au Clean Water Act. Parfois, la différence est subtile entre une zone riveraine tout court et un milieu humide, qui est aussi une zone riveraine. Et donc, ce qu'on pense en ce moment, c'est que les différences que l'on voit la variabilité que l'on voit entre les zones riveraines arborées a plus tendance à être associée à est-ce que cette zone riveraine arborée serait considérée comme un milieu humide ou non, plutôt que, mettons, le type d'arbre qui est associé à cette zone-là ou l'âge d'arbre, le degré de maturité des arbres qu'on a. Mais je pense que cette conclusion-là ou cette observation-là est probablement très spécifique aux prairies, dans le sens où, étant donné que la végétation ne contribue pas à atténuer ni le transport de nutriments, ni l'intensité du ruissellement au printemps, donc pendant la saison où c'est le plus important. Je pense que nos résultats sont un peu biaisés vers l'été et l'automne, qui sont aussi les saisons pendant lesquelles on a moins de précipitations en général. Donc, c'est une conclusion qui ne tiendrait probablement pas pour le Québec et l'Ontario, je dirais. OK, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans l'auditoire? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à, comme vous avez parlé qu'au printemps, il y avait 60 à 90% du ruissellement qui était fait à l'échelle annuelle. Puis, tout bêtement, là, je me suis dit, mais si le sol est gelé, comment ça se fait que les nutriments, dans le fond, parce que j'imagine que c'est à cette période-là que les nutriments se font mobiliser. Si ces nutriments-là sont dans le sol, comment ça se fait qu'ils se font mobiliser alors que le sol est gelé? Excellente question. Donc, tout à l'heure, j'ai dit rapidement que l'élément nutritif qui est le plus problématique pour le lac Winnipeg est le phosphore. Et le phosphore a tendance à voyager ou être transporté plus facilement par le ruissellement de surface. Donc, les 60, 70, 80, 90% du ruissellement de surface qui se produisent au printemps dans cette région-là ont tendance à mobiliser surtout le phosphore qui est à la surface. Et c'est la raison pour laquelle le transport d'azote ou l'azote est un tout petit peu moins problématique dans cette zone-là en particulier parce que
il est surtout dans le sol. Et ces sols-là sont gelés au moment où la plupart du ruissellement se produit. Ce qu'il faut aussi savoir est que récemment, il y a eu quelques changements en termes de politique sur l'application de fertilisants et d'engrais, etc., au Manitoba. Mais avant, je ne connais pas le mot en français, mais avant, l'épandage en fin d'automne était autorisé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait des nutriments super mobiles qui étaient disponibles à la surface tout juste avant que la neige ne tombe. Et donc, au moment où la neige fondait au printemps, cette neige-là mobilisait une grande partie de ces nutriments-là qui étaient disponibles à la surface ou très proche de la surface. Depuis 2013, cette pratique-là est maintenant interdite, mais ça ne fait pas assez longtemps pour qu'on puisse évaluer une grosse différence dans les taux de transport. Merci. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en aurais une autre, si je vais me permettre. Vous avez beaucoup mentionné la différence entre ce qui se passait dans les prairies versus ce qui se passait au Québec. Si vous aviez à faire certains parallèles aux situations qu'on a ici, je ne sais pas si vous êtes aussi familière, peut-être avec l'Ontario, peut-être. L'Ontario et le Québec se ressemblent déjà un petit peu plus. En termes de géographie, entre ce que vous avez trouvé, vos résultats dans les types d'écoulement surtout, et ce qu'on observe beaucoup, peut-être plus dans les milieux agricoles, québécois et ontariens? C'est quelque chose qui m'intéresse certainement. On était supposé commencer à instrumenter cet automne, et, cet été, and then COVID happened, and so on n'a pas vraiment commencé. Ce que je dirais a priori est que en Ontario, j'essaie de visualiser juste les fermes expérimentales sur lesquelles je travaille. Je pense que la différence les différences auxquelles on s'attendrait entre zone riveraine herbacée et arborée vont être similaires à ce qu'on voit dans la littérature. Je pense que l'inconnu serait plus en termes de largeur de bande riveraine en fonction du type d'épandage qui est fait dans les champs agricoles adjacents. L'une des choses qu'on n'a certainement pas testées ou évaluées dans nos études de Manitoba et que j'espère qu'on va pouvoir faire ici, c'est de ne pas juste faire une différenciation binaire entre arborée et herbacée et une différenciation binaire entre zone riveraine adjacente à une forêt versus zone riveraine adjacente à un champ agricole. L'avantage quand on travaille sur des fermes expérimentales, c'est qu'on a beaucoup de données historiques et contemporaines sur exactement qu'est-ce qui a été appliqué, quand, à quel taux, les rotations aussi. Et je pense que ça pourrait avoir une influence sur la manière dont on évalue la performance des bandes riveraines. Et donc, c'est toutes ces données-là que j'espère qu'on va pouvoir intégrer. Mais je ne me vois pas en train de deviner ce à quoi les résultats pourraient ressembler. Pas vraiment, non. Peut-être que je ne prends pas assez de risques, mais en général, quand je devine, je me trompe. Et je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que beaucoup de nos connaissances dans ce domaine-là viennent de méta-analyses. Ce qui est super, mais en général, ces méta-analyses-là sont vraiment réalisées à des grandes échelles. Et quand on décide de se concentrer sur des échelles vraiment locales, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de variabilité. La question, évidemment, est est-ce que cette variabilité-là a vraiment de l'importance? Est-ce qu'on a besoin de savoir tous ces détails-là ou non? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand on va dans les détails, on se rend compte qu'au-delà du couvert végétal ou du type de couvert végétal, il y a peut-être une combinaison optimale à trouver entre le type de couvert végétal versus le type de sol, le type de couvert végétal versus dans la zone riveraine versus
le type d'utilisation du sol qui est adjacent à la zone riveraine. Et toutes ces combinaisons-là n'ont pas été évaluées à petite échelle. Donc, c'est quelque chose que j'espère que mon groupe va être capable de faire. Des données que je n'ai pas présentées du tout aujourd'hui non plus, mais qu'on a commencé à tester dans la région de Guelph l'année dernière, puis qu'on espère pouvoir recommencer l'année prochaine, vu que cette année a été annulée. Et aussi de collecter des échantillons de végétation et de tester toutes les semaines ou toutes les 2 semaines leur taux ou leur concentration de nutriments aussi, au même moment où on le fait dans le sol et dans le cours d'eau adjacent, pour vraiment voir s'il y a de la variabilité. Et quand on l'a fait l'année dernière, c'était assez frappant de voir que la distinction binaire entre arbre versus arbuste n'était pas suffisante pour expliquer les différences qu'on voyait en termes de concentration d'azote dans les tissus végétaux, par exemple. Et donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire plus de tests comme ça et les lier à ce qu'on retrouve dans l'eau, parce qu'en général, cette connexion-là manque. Les gens qui font de la recherche sur les plantes font ce type de mesures-là, puis ensuite, il y a les gens comme moi, mais la connexion n'est pas toujours présente. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire ça au cours des prochaines années. OK, merci. Je laisse encore la parole à l'auditoire, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Samuel, tu peux y aller? Bonjour, Dr. Ali. Alors, Donc, moi, ma question, c'est avec le problème récurrent des inondations, par exemple en Outaouais puis dans les Laurentides, est-ce que votre recherche par rapport aux forêts riveraines, on peut l'utiliser pour contrer ces problèmes-là, comme utiliser des solutions d'aménagement avec les bandes riveraines? Bonne question. Je vais répondre non. Je pense que ma recherche sur la connectivité hydrologique serait plus adéquate pour ce problème-là, parce que c'est quelque chose qu'on a étudié dans le contexte du bassin versant du lac Winnipeg, et en ce moment, on est en train de faire la même chose avec le ministère de l'Agriculture ici pour le bassin versant du lac Erie. Donc, je vais préfacer ma réponse en disant que je ne suis pas ingénieur. Et donc, je ne fais pas de prévision d'inondation jamais. C'est plus analyser les données après coup et essayer de voir est-ce qu'il y a des dynamiques récurrentes. Et quelque chose que je fais en termes de connectivité hydrologique, c'est d'identifier ou d'essayer d'identifier ce que j'appelle j'ai aucune idée de comment je traduirais ça en français, des connectivity gatekeepers. Donc, ce que ça signifie, ça serait des points dans l'espace qui, lorsqu'ils sont inondés eux-mêmes, ont tendance à faciliter le transport d'eau d'inondation ou le mouvement d'eau d'inondation de l'amont vers l'aval dans un bassin versant. Mais ces gatekeepers-là, si on était capable de les aménager de telle sorte qu'ils couperaient ou interrompraient le flot d'eau ou le transport d'eau, on pourrait pouvoir contrôler les inondations un tout petit peu mieux. Donc, on a fait une étude sur ce sujet-là pour le bassin versant du lac Winnipeg en entier, et on s'est rendu compte que même si le bassin versant fait 1 million de kilomètres carrés, ce qui est assez intimidant en termes de gestion, parce que c'est impossible de gérer 1 million de kilomètres carrés. En faisant cette analyse-là pour les gatekeepers, on s'est rendu compte qu'ils représentaient seulement 10% du bassin versant, ce qui est beaucoup plus accessible ou abordable en termes de gestion. Et donc, ce qu'on a suggéré dans le cas du bassin versant du lac Winnipeg en particulier, parce que la topographie est assez plate, l'idée était que au point qui correspondent aux 10% de gatekeepers, ce qu'on pourrait faire pour interrompre le flot de ruissellement de surface, et s'il y a des milieux humides qui sont existants à ces endroits-là, de les conserver le plus possible. Si c'est un milieu complètement agricole, construire des petits bassins de rétention d'eau.
de manière à ce que l'excès d'eau d'inondation soit stocké dans ces bassins de rétention-là, au lieu de les laisser couler vers l'aval. Et ça permettrait donc de détruire la structure de connectivité naturelle du paysage et donc de gérer certaines inondations un tout petit peu mieux. Mais c'est quelque chose qui est très site-specific, dans le sens où les gatekeepers sont vraiment dépendants du paysage. Et donc, si je voulais faire quelque chose comme ça pour le Québec, c'est quelque chose qu'il faudrait répéter pour le Québec. Mais on est en train de développer une technique pour le faire qui est assez, qui est assez solide, qu'on est en train de roder. Et ça se base sur des données satellitaires pour le ruissellement de surface de toute façon. Donc, ouais, là, on est en train de le faire pour le bassin versant du lac Erie, mais il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas le faire ailleurs. J'imagine qu'en milieu urbain, ça doit être sûrement plus difficile vu qu'il n'y a pas en place déjà du relief naturel comme des bassins de rétention naturelle. C'est une très bonne question. Donc, Donc, la méthode dont je parlais tout à l'heure ne fonctionne pas en milieu urbain, pas parce qu'elle n'est pas adéquate en milieu urbain, mais simplement parce qu'on utilise beaucoup de données satellitaires et on a des difficultés immenses à se débarrasser des ombres qui sont créées par les buildings en milieu urbain, donc les immeubles, donc ça marche juste pas. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, par contre, avec quelqu'un une technicienne dans mon groupe actuellement, on est en train de tester la méthode pour la ville de Toronto et la région de Kitchener-Waterloo. Donc, d'essayer d'identifier des gatekeepers aussi, mais pas à la surface, pour le réseau d'égouts et stormwater. Yeah. So, dans la plupart des villes ici, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, ils utilisent des combined storm sewer systems. Donc, c'est le même réseau qui achemine les eaux de ruissellement associées au milieu urbain et les effluents. Et il y a des données qui sont publiquement accessibles pour certaines de ces villes-là à propos du réseau. Et donc, on est en train d'utiliser ce réseau-là pour essayer de voir si on peut identifier des gatekeeper locations dans le réseau, à défaut de pouvoir le faire avec la configuration naturelle du paysage à la surface. Mais on a commencé ça fait juste 3 mois. Donc, j'ai des données préliminaires, c'est prometteur, mais on n'a pas fini. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Merci. De rien. Merci, Samuel, pour cette question. Je vois qu'on a Luc Bossé qui aurait une question. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour. La question que j'avais, dans le fond, c'est parce que je connais un petit peu les environnements de Winnipeg. Puis je me disais, quand tu parlais des gatekeepers, je me demandais si il y a quand même des réseaux de canaux comme d'overflow pour les rivières autour de Winnipeg. Est-ce que le concept de gatekeepers que tu as, ça serait en surplus de ça ou c'est juste ailleurs à l'échelle du bassin? Ce serait en surplus de ça. Donc, dans l'analyse des gatekeepers qu'on a fait, l'idée était d'identifier des endroits, des points terrestres, donc pas des diversions, pas des canaux de drainage, mais vraiment des endroits terrestres sur lesquels ou auxquels on pourrait appliquer une stratégie de gestion quelconque, de manière à stocker un surplus d'eau sur des terres. J'essaie de traduire au moment où je parle, j'ai du mal, mais je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez travaillé dans cette région-là où vous y étiez, mais il y a eu une grosse initiative depuis 2012-2013 à propos de Keep Water on the Land, donc essayer de gérer
les excès d'eau, de ruissellement, pendant qu'ils sont encore en milieu, entre guillemets, terrestre, donc avant qu'ils atteignent les chenaux ou les canaux, qu'il s'agisse de chenaux naturels ou de chenaux construits. Et donc, mon approche de gatekeepers était vraiment basée sur ça. Cela étant dit, le concept de gatekeepers en est un qui vient, qui est inspiré de l'écologie, donc la notion de hub species en écologie ou de stepping stones, c'est à peu près le même principe pour les gatekeepers en hydrologie qu'on commence à utiliser et à développer. Et donc, ça veut dire que c'est un concept qui est super flexible, qui pourrait être appliqué à des points de l'environnement terrestre, mais qui pourrait être aussi appliqué le long du réseau hydrographique si on le voulait. C'est tout à fait possible. On a juste décidé de pas développer notre méthodologie comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Okay. Merci. Je vais prendre une dernière question de François Lorenzetti. François, je te laisse la parole. Merci Audrey. Merci professeur Ali. Une présentation très informative et intéressante. Justement, sur les deux dernières questions qui touchaient à la gestion des surplus d'eau en période de fonte au printemps, mais aussi en lien avec la problématique de l'écoulement des eaux de surface qui entraîne des éléments nutritifs vers les cours d'eau. Je me demandais, est-ce que vous pensez des alliés naturels que pourraient être les castors et comment les gens au Manitoba, les fermiers en particulier, seraient intéressés à considérer dans un premier temps que ça pourrait être en réalité des alliés. Je pense aux États-Unis qu'il y a une mouvance de ce côté-là. Même en l'absence de castors, on fait des beaver dam analogues pour avoir les mêmes effets que les bassins de rétention, finalement, que créent les castors permettent au niveau de la gestion de l'écoulement des eaux à la fois de surface et dans le réseau hydrographique humain. C'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse pour les barrages de castors en particulier parce que c'est quelque chose qui, je suppose, m'a toujours fasciné, mais je n'ai jamais travaillé là-dessus. Ce que je dirais, par contre, c'est que dans le cas de la Saskatchewan et du Manitoba en particulier, donc c'est les deux Dakota aussi et le Minnesota, dans une certaine mesure, l'idée des bassins de rétention dont je parlais tout à l'heure, ils sont vraiment vus comme des analogues au milieu humide qui ont été drainés de ce paysage-là il y a plusieurs décennies. Donc, c'est pas la même chose que les barrages de castors, certainement, mais l'idée avec les bassins de rétention est certainement de créer des analogues au milieu humide qui n'existent plus. Et donc, si je pensais à des alliés naturels, je dirais certainement que dans cette région-là, dans la mesure du possible, tous les milieux humides, surtout que ce sont des milieux humides pas dépressifs, dans des dépressions, sur des depressional wetlands, j'ai aucune idée comment on traduit ça en français. Je pense qu'il faut que je donne plus de présentations en français plus souvent pour ne pas perdre mon vocabulaire. Donc, étant donné que une grande majorité de ces milieux humides-là qui ont une capacité de stockage qui n'est pas négligeable à l'état naturel, étant donné qu'une grande majorité de ces milieux humides-là ont été drainés ou à tout le moins asséchés de manière à pouvoir planter par-dessus, ça serait mon premier réflexe en termes d'alliés naturels, certainement. Puis les barrages de castors, je ne vois pas pourquoi on ne les ajouterait pas à la solution. C'est juste pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans le passé. Mais je suis pour, certainement. Non seulement pour des raisons hydrologiques, mais aussi pour tous les avantages écologiques qu'on sait qui sont associés à ces alliés naturellement, de toute façon. Donc, merci beaucoup. Ah oui, hein. Donc, merci pour votre présentation et la discussion avec les questions.
pour les étudiants du cours, on va prendre une pause de 15 minutes et se retrouver à 14 heures pour reprendre la discussion avec Mme Ali. Pour tous les Vous pouvez autres, m'appeler Geneviève, parce que Geneviève. Madame Ali, professeur Ali, docteur Ali, c'est très intimidant. C'est bon, je vais vous appeler Geneviève. À tous les autres, merci d'avoir assisté au séminaire aujourd'hui. Il en reste un la semaine prochaine, jeudi prochain. On aura parmi nous Julie Messier de l'Université Waterloo. Donc, je vous invite à ajouter ça à votre calendrier. Donc, à la prochaine. Et aux étudiants du cours, à 14 heures, on se retrouve. Ça va être le même lien Zoom, hein? Oui, c'est ça, c'est le même lien. Donc, tu peux simplement te rebrancher. Parfait. Fermez ta caméra. Je vais pas me débrancher, c'est ça. OK, super. C'est bon. OK.